Merci, bonsoir à tous. Comment est-ce que vous allez ce soir? Ok, ravi de l'entendre. Je suis l'Expert en Mind Education, Chapet Moren. Comme il a été annoncé, le thème de ce soir, c'est les dangers de se faire confiance. On parle beaucoup de la confiance en soi ici, n'est-ce pas? Vous êtes déjà fatigué ou bien ce n'est pas grave si on ajoute encore un peu? Alors, la confiance en soi, à la base, ce n'est pas une mauvaise chose. D'accord? Les capacités de faire quelque chose ou bien d'atteindre un objectif, ce n'est pas mauvais. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Le problème, il vient à quel niveau? Quand on a tellement confiance en nous qu'on croit que non, on est invincible. C'est-à-dire que, par exemple, je sais courir, d'accord? Là où je suis, j'ai vraiment la confiance en moi que si peut-être je dois faire ce marathon de 200 mètres, il n'y a personne ici qui peut me gagner. Du coup, si quelqu'un me gagne, je vais faire comment? Je vais me sentir mal, n'est-ce pas? Il y a des gens, par exemple, qui font les sports de compétition. Pendant longtemps, ils font ces sports peut-être de l'enfance jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et de l'enfance jusqu'au niveau supérieur, peut-être qu'ils n'ont jamais été battus avant. Et puis le jour où on les bat, l'émotion est tellement forte qu'ils font comment ils finissent par se suicider. Vous savez que c'est déjà arrivé, n'est-ce pas? Donc, on doit évaluer le niveau de confiance de cette manière. On peut visualiser ça un peu comme un thermomètre. Donc, il y a des niveaux. Même le fait que ce soit fort, ce n'est pas là où c'est un problème. C'est quand on pense que véritablement, là où on est là, il n'y a personne qui peut nous dépasser. On est invincible. Que ça fait comment? Notre vie peut exploser. Ok. En 2012, il y a eu un vol qui a crashé. Je vous explique. C'est un vol qui est fabriqué en Russie. En réalité, l'avion est fabriqué en Russie. Il a été fabriqué depuis 2009. Et la première démonstration de l'avion a été faite en 2011. D'accord? Du coup, en 2012, vous l'avez bien compris, ce n'était pas la première fois que cet avion était utilisé. Mais en 2012, il y a eu une démonstration qui devait être faite pour quelques hommes d'affaires, n'est-ce pas, qui voulaient acheter l'avion et ils voulaient s'assurer que tout fonctionnait bien. Du coup, ils ont volé à l'intérieur de l'avion. Mais il y a eu un crash. Pourquoi? Le pilote était un pilote expérimenté, mais il a fait l'erreur de ne pas croire en ses instruments. Quand on parle d'instruments ici, évidemment, on parle du tableau de bord. Nous sommes d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Le vol, c'était de la Russie à l'Indonésie. Pendant que le pilote est en train de piloter l'avion, il pilote, il reçoit une alarme du Terrain Awareness and Safety System. C'est-à-dire que quoi? C'est un système qui montre peut-être à tel endroit, il y a peut-être une montagne, à tel endroit, il y a peut-être un lac, à tel endroit, il y a peut-être un océan. Donc, en fonction des différentes altitudes, il faut faire attention. Quand il a reçu une alarme qu'il y avait quelque chose devant, parce qu'il ne voyait pas la chose à travers la vitre du cockpit, il n'a pas cru, d'accord? Quand il n'a pas cru, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, l'alarme, ça fait un bruit gênant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a éteint l'alarme. Il s'est fait confiance en lui-même, parce qu'après tout, s'il y avait la montagne devant moi ou quoi que ce soit d'autre, j'aurais vu. Sauf qu'il n'a pas vu. Ses yeux l'ont trompé et il a craché sur le mont, je crois que c'est Chalka, en Indonésie. Quand il cogne sur cette montagne, tout le monde à bord de l'avion meurt. On parle là de combien de personnes? De 45 personnes, c'est-à-dire 37 possibles investisseurs, 37 hommes d'affaires et 8 membres de l'équipage. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait confiance aux instruments. De la même manière, dans notre vie, on doit faire comment? Confiance aux instruments. Tous les jours, on a des personnes qui peuvent nous être utiles, par exemple, que ce soit nos parents, les coachs, les mentors. Vraiment, l'information peut venir de plusieurs endroits, n'est-ce pas? Mais si on croit seulement en nous-mêmes et en ce qu'on peut voir, on va se retrouver à faire face à d'énormes difficultés.
Donc, on va parler de quoi? La sagesse de découvrir nos torts à travers la réflexion profonde. Tout le monde a le cœur de croire en lui-même sans y réfléchir profondément. Mais nous devons découvrir nos défauts, nous devons découvrir nos torts, nous devons découvrir nos faiblesses. Nous devons découvrir que quoi? Je ne suis pas infaillible. Ma manière de réfléchir, elle n'est pas forcément toujours la bonne. Je n'agis pas toujours de la bonne manière. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois apprendre de tout le monde. Je dois regarder vers d'autres horizons. Je dois me remettre en question. Note à moi-même. Donc, c'est comme si chacun d'entre nous ici est en train de se parler. Ne te fais pas confiance. Donc, je me dis à moi-même, ne te fais pas confiance. Pourquoi? Lorsqu'on croit beaucoup en ses propres pensées, on a une forte estime de soi. Et quand on s'estime très grandement, c'est possible qu'on fasse des erreurs. Les chances même de faire les erreurs sont décuplées par rapport à quelqu'un qui pense et qui sait qu'il n'est pas très fort. Pourquoi? Quelqu'un qui sait qu'il n'est pas très fort, par exemple, si je sais que je ne connais pas préparer, je ne sais pas le coq, je vais aller vers quelqu'un que je sais que la personne sait préparer pour lui poser la question, n'est-ce pas? Alors que si je pense que je connais préparer, je vais me retrouver avec le bouillon de coq. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Ce n'est pas ça qu'on veut. N'est-ce pas? Maintenant, quand on a confiance en quelqu'un, on croit en tout ce que cette personne nous dit. De la même manière, quand on se méfie de quelqu'un, on ne va pas croire en ce que cette personne nous dit. De manière démonstrative. Les enfants, généralement, ils croient beaucoup en ce que leurs parents leur disent, n'est-ce pas? Quand le parent dit à l'enfant que je vais te garder le biscuit, ou bien je vais te garder le bonbon, l'enfant prend ça tellement à cœur. Et quand le parent ne garde pas, l'enfant n'oublie pas, même si c'est 3 mois plus tard, il va te rappeler que tu m'avais promis le bonbon. Tu m'avais promis le biscuit, je n'ai jamais oublié ça. Mon bonbon ou bien mon biscuit, ça doit faire comment? Ça doit sortir, n'est-ce pas? Parce que j'ai cru en ta parole. C'est ainsi que quoi? Nous devons apprendre à nous méfier de nous-mêmes. Parce que si nous faisons confiance en nous-mêmes, nous allons finir par tomber. L'habitat du poisson détermine sa taille. Je ne sais pas si vous connaissez ce poisson. Vous le connaissez? D'accord. Ce poisson, c'est un estrugeon qui a été capturé en Colombie-Britannique, c'est au Canada. Il mesure, je crois que j'ai mis, ok. Estrugeon, 3,3 mètres et il pèse 270 kilos. Il a été capturé dans une rivière, n'est-ce pas? Pour un poisson, c'est grand ou ce n'est pas grand. Même si on fait quel genre de fête avec le genre de poisson, est-ce qu'il va encore falloir acheter un autre poisson pour compenser? C'est énorme, n'est-ce pas? Et c'est tellement grand par rapport à ce qui avait déjà été capturé avant que ce poisson, bien qu'il ait été capturé, on l'a relâché à nouveau. Vous voyez? Maintenant, pendant qu'il est dans la rivière, il fait comment? Il se sent comment? Fort, n'est-ce pas? Il se sent tout puissant. Franchement, si moi je suis un poisson de cette taille dans une rivière et que je vois les 5 cm, 7 cm, les 20 cm à côté de moi, je vais faire comment? Je vais vous regarder de haut. Oui, je vais vous regarder de haut. Parce que par rapport à moi, comment? Je vois que quoi? Vous êtes petit, n'est-ce pas? Mais si un jour, ce poisson, on l'envoie dans l'océan et il se retrouve face à 10 man ici là, ça va se passer comment? Lui qui fait comment? Il peut atteindre 18 mètres et 20 tonnes. J'ai même mis 20 tonnes. 20 tonnes, on va considérer que ce sont les requins anorexiques. Parce que vraiment, parmi les espèces qui ont été retrouvées vraiment les plus grandes, il y en a qui ont pesé jusqu'à 42 tonnes. D'accord? Vous voyez donc que tout d'un coup, face à celui qu'on vient de voir, celui-ci a l'air comment? Énorme, n'est-ce pas? Vous savez que s'il se retrouve devant celui-ci, avec son maigre 270 kg, il va se sentir comment? C'est comme le moustique qu'on tape seulement comme ça sur le corps, n'est-ce pas? Puis encore, s'il se retrouve devant celui-ci, la baleine bleue, qui elle peut atteindre 29,9 mètres et peut peser jusqu'à 199 tonnes. Je ne sais pas si on peut imaginer à quoi ça peut ressembler. Parce que 29,9 mètres, c'est énorme pour un poisson. C'est-à-dire que même si on aligne il y a souvent les gens grands de taille qui jouent peut-être au basket, là, même si c'est les 2 mètres, on les aligne là comme ça, là, pour arriver à 29,9 mètres. C'est combien de personnes? C'est presque 15 personnes, n'est-ce pas? C'est énorme. Vous imaginez ça, même en termes de hauteur, si on veut imaginer ça, c'est gigantesque. Pourtant, la personne qui
ce poisson-là qui se retrouvait dans la rivière, il se croyait tout puissant. C'est la même manière que quoi? Quand on reste et qu'on n'a jamais rencontré quelqu'un de meilleur que soi, on pense être le meilleur. On va dire quoi? Je suis le meilleur, je suis le plus intelligent, je suis le plus fort. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais fait face à quelqu'un qui nous dépassait, n'est-ce pas? Par contre, dans le monde, il y a forcément les gens qui nous dépassent. Par exemple, que ce soit... Est-ce qu'il y a des gens dans la salle ici qui ont un talent? Moi, j'aime penser que tout le monde a un talent particulier. Vous avez les talents particuliers. Ton talent, c'est quoi? C'est même ce que j'allais dire, parce que je sais, j'ai amarré ta nourriture avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un talent particulier dans la salle? Pardon? Dormir. Confiance. Dormir, ce n'est pas facile. Ma mère, par exemple, elle a des insomnies. Moi, ça m'arrive d'avoir des insomnies par période. Dormir, ce n'est pas facile. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un talent? Oui. Vous savez tout vendre. Vendre n'est pas facile. Moi-même, j'ai commencé à vendre récemment. J'ai confirmé que vendre, ce n'est pas facile. Parce que parfois, on peut voir les gens. Tu expliques, tu expliques, tu expliques. C'est comme si... On dit souvent, il y a une expression là, prêcher au désert, d'accord? Tu prêches au désert. C'est comme si tu te parles à toi-même, ou bien tu es devant un miroir, tu parles et tu as l'impression que le miroir t'écoute et le miroir va te répondre, mais... En bref, ce n'est pas l'histoire de Blanche-Neige ici que le miroir va répondre à la personne qui est en train de lui parler, quoi. Il y a quelqu'un d'autre qui a un talent dans la salle? Oui, monsieur? Ah, c'est très important. Votre talent, c'est de poser les questions à des gens comme nous. Alors, on a un talent, mais on pense toujours être le plus fort dans ce domaine tant qu'on n'a pas rencontré quelqu'un qui est plus fort que nous, n'est-ce pas? En business, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont en entreprise dans la salle. Il y a l'analyse, bon, en anglais c'est SWOT, donc Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. En français c'est PPOM. Donc, c'est quoi encore là? Il y a des gens dans la salle qui connaissent? Ah oui, FF. Force, faiblesse, opportunité, menace. Voilà. Ça veut dire que quoi? Pendant qu'on conduit un business, on doit découvrir. Je pense que force et faiblesse, c'est interne. Opportunité et menace, c'est externe. On doit faire comment? Faire cette analyse-là pour pouvoir pallier là où il y a besoin d'être pallié, n'est-ce pas? Ça veut dire que quoi? Si j'ai des faiblesses, il faut que ces faiblesses-là soient comblées. Mais si une société décide de ne rien faire, de rester, de se reposer sur ses lauriers, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Elle va chuter, n'est-ce pas? Parce qu'elle est... Pardon? Bien sûr, elle va fermer, c'est ça. Elle va fermer parce qu'elle est restée et elle s'est dit quoi? Je suis le meilleur, il n'y a personne qui peut me dépasser dans l'industrie. Comme la société BlackBerry, par exemple. Avant, on utilisait beaucoup ça, n'est-ce pas? Vous voyez encore trop ça les temps-ci. Vous savez pourquoi ça a disparu? Ils ont cru que quoi? C'est nous les stars. Je vous raconte ce qui s'est passé. BlackBerry, c'est une société, à la base, elle est canadienne, qui a commencé à vendre leurs téléphones en 1999. Et en 2016, elle a liquidé, donc en fait, elle a vendu ses licences de la société parce qu'il y a une chute. Le plus étonnant, c'est que quoi? Le pic dont l'apogée financier de la société s'est passé en 2011, en septembre 2011. Et quand elle était au top comme ça, là, dans le business des téléphones, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est reposée, n'est-ce pas? C'est nous la star des téléphones. Qui peut nous dépasser? Comme personne ne pouvait les dépasser, ils ont fait comment? Ils sont restés tranquilles. Sauf que plus tard, il y a toujours les furtifs qui se préparent. Il y a qui est arrivé? Google Android, n'est-ce pas? Il y a aussi iOS d'Apple qui est arrivé. Et quand ils sont arrivés, ils ont fait chuter les ventes de BlackBerry de 75% en moins d'un an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Des milliards même. Ce qui fait qu'en 2016, ils ont vendu leur licence et la société a officiellement fermé le 7 janvier 2022. Ça aurait pu être évité, n'est-ce pas? S'ils avaient fait comment? S'ils avaient évalué ce dont on vient de parler, leurs forces, leurs faiblesses, les opportunités qu'ils avaient et les menaces qui pouvaient être contre eux. C'est aussi de cette manière que nous devons vivre.
La réflexion profonde pour se voir tel que l'on est véritablement. Ceux qui restent au premier niveau de pensée selon lequel ils croient en eux-mêmes finiront par vivre une vie misérable. C'est pourquoi il est important d'apprendre à se connaître et de se préparer pour ne pas tomber dans les pièges que peuvent nous tendre nos pensées, n'est-ce pas? Ça veut dire que quoi? Si tous les jours, pendant qu'on vit, je pense qu'il y a eu un cours sur le nombre de pensées qu'on a par jour, n'est-ce pas? C'est quand même un nombre faramineux. Pendant qu'on a toutes ces pensées-là, si on les suit, sans pour autant prêter attention à celles parmi ces pensées qu'on nourrit, et qu'on se retrouve à suivre des pensées qui sont mauvaises, des pensées destructrices, on va faire comment? Se retrouver à vivre une vie misérable. Pourtant, si depuis le départ, on avait prêté attention, on avait fait le tri et on avait nourri les pensées importantes, on ne se serait pas retrouvé dans cette situation-là. Maintenant, on doit apprendre à se connaître pour ne pas tomber dans les pièges justement de ce style. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Il y en a dans la salle qui connaissent ce livre. Je vais expliquer. Le nom du livre, c'est « Se voir tel que l'on est » par le Dalai Lama. En fait, le Dalai Lama, c'est une autorité religieuse. Par exemple, l'autorité catholique la plus importante, on connaît tout ce qui sait, n'est-ce pas? C'est qui? C'est le pape. Chez les musulmans, il y a aussi un nom, je crois que c'est imam. Le Dalai Lama, c'est l'autorité religieuse du bouddhisme. En fait, le plus récent, il est toujours en vie actuellement. Il a écrit ce livre originellement en 2006. Et ce livre parle du fait que quoi? Pour vivre mieux en communauté, pour vivre mieux dans la joie, pour vivre mieux, heureux et ensemble, on doit faire comment? On doit apprendre à connaître qui on est. Donc, je vais vous lire la dernière ligne du livre, donc la conclusion du livre. Ça dit quoi? En travaillant ensemble, nous pouvons accomplir beaucoup. Ça veut dire que quoi? Si je reste et j'estime tout le temps que c'est moi le plus fort, c'est moi le meilleur, je ne vais pas accomplir beaucoup. En anglais, il y a une expression idiomatique qui dit que quoi? Together we stand, divided we fall. Je ne sais pas si vous avez entendu ça avant. Ça veut dire que quoi? Ensemble, nous restons debout et quand nous sommes séparés, nous tombons. Donc, une seule personne ne peut pas se permettre de dire que quoi? Je vais faire telle chose seule parce que j'ai tous les moyens à ma disposition ou bien je suis le meilleur, je n'ai pas besoin des autres en fait pour parvenir à mon objectif. La différence entre ceux qui se connaissent et ceux qui ne se connaissent pas. Tandis que les personnes qui ne se connaissent pas croient en eux-mêmes, ceux qui ont appris à se connaître à travers le monde du cœur reconnaissent leurs torts et leurs faiblesses. Quand vous voyez cette image, ça vous inspire quoi? Ça vous fait penser à quoi quand vous voyez cette image? C'est clairement, il se surestime. Moi, j'ai même envie de dire qu'il se voile la face, carrément. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que beaucoup d'entre nous, nous vivons. Beaucoup d'entre nous, nous vivons ainsi. Souvent, au quartier, je vois, d'abord même que nous tous ici, nous sommes d'abord tous Camerounais. Je prends un exemple. Les gens tiennent souvent des débats au quartier sur le football, par exemple. Oh, tel joueur ne devait pas faire comme ça, il a mal joué, c'est un mouilleur. Regardez-moi la personne qu'on allait mettre au terrain. Comme si toi-même qui parlais là, si on te met là-bas, tu vas faire quelque chose. N'est-ce pas? Tout le monde se permet de critiquer, mais ce n'est pas en critiquant qu'on évolue. Je me rappelle en 2016, je crois que c'était 2016, quand on a élu aux États-Unis Donald Trump pour être président, je suis restée dans mon cœur, j'ai beaucoup murmuré. J'étais fâchée. En réalité, ce n'est même pas que je peux me permettre de dire que je connaissais beaucoup ce dont il parlait pendant sa campagne, ou bien que je connais même beaucoup de choses concernant les États-Unis et leur politique. Rien à voir. C'est juste que dans mon cœur, j'avais l'impression que c'était quelqu'un de raciste, c'était quelqu'un qui allait faire peut-être exiler
les gens peut-être du Mexique et des autres pays qui ne voulaient pas. Peut-être c'était quelqu'un qui allait causer des problèmes, peut-être avec les green cards qu'on donne maintenant aux gens avec les concours qu'il y a chaque année. Peut-être il allait faire ci, peut-être il allait faire ça. Moi qui bavardais à ce sujet, qu'est-ce que j'en sais? Je me base même sur quoi pour juger. Je ne connais rien de tout ça, n'est-ce pas? Mais dans ma tête, c'était que quoi? Je connais. Je connais. En plus, je fais même le droit. Je connais. Qu'est-ce que vous allez m'expliquer que je ne connais pas? Alors qu'en réalité, je n'avais pas l'information. Aujourd'hui, avec le recul, quand je pense à ça, je peux me rendre compte du fait que quoi? Je n'avais pas l'information, mais je me permettais de juger. Now, la maison du plus grand joueur d'échecs au monde. C'est l'étude de cas. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans le manuel. Vous l'avez lu? Je vais raconter un peu l'histoire. En fait, c'est l'histoire d'un monsieur qui voyage à dos d'âne d'un village vers la ville. Et quand il voyage du village vers la ville, il arrive devant une maison, une grande maison où c'est écrit « La maison du meilleur joueur d'échecs au monde ». C'est surprenant, n'est-ce pas? C'est pas surprenant forcément qu'il y ait un meilleur joueur d'échecs au monde. C'est surprenant de voir à quel point il est arrogant pour écrire ça sur la maison. N'est-ce pas? Du coup, il entre dans la maison. Il toque et il dit, il veut voir le propriétaire de la maison. Et il lui dit, je veux jouer à une partie d'échecs avec vous. Évidemment, ce monsieur étant le meilleur joueur d'échecs au monde, il se sent à la limite insulté. Que venez-vous faire ici, n'est-ce pas? Est-ce que vous sentez que vous avez la capacité de jouer aux échecs face à moi? Moi qui suis le meilleur joueur d'échecs au monde. Alors qu'est-ce que le vieux monsieur lui dit? Il lui dit, moi je viens d'un petit village à plus de 32 km d'ici. Je traduis en termes de distance parce que dans le livre en anglais c'est écrit 20 miles, n'est-ce pas? Ça fait plus de 32 km. Je suis venu ici parce que j'ai quelques affaires à faire en ville. Mais j'ai voulu jouer une partie d'échecs avec vous d'abord. C'est pour ça que je suis ici. Même jusque-là, le meilleur joueur en question ne voulait pas jouer à ces échecs. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vieux monsieur lui a proposé 15 pièces pour jouer. Si nous jouons aux échecs ensemble et que vous gagnez, je vous donnerai 15 pièces d'argent. Quand ils ont commencé la partie, le meilleur joueur d'échecs au monde, il sentait comment il était en train de gagner, n'est-ce pas? Il était content. Et puis, à un moment donné, il a crié quoi? Échec et mat. Le jeu était fini. Et puis, pendant que le vieux monsieur regardait le tableau, il avait l'air embrouillé, n'est-ce pas? Il avait l'air apeuré parce qu'il savait quoi? Qu'il avait perdu. Du coup, qu'est-ce qu'il dit au meilleur joueur d'échecs du monde? Je n'ai pas 15 pièces d'argent à vous donner. Par contre, je peux vous donner mon âne dont la valeur est au moins égale à ces pièces d'argent. Le jeune garçon, qu'est-ce qu'il lui dit? Vous voulez me donner votre âne, vous allez faire comment pour continuer votre voyage en rentrant? Le vieux monsieur lui dit, non, 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 il faut prendre l'âne, sans souci. Il est parti en ville, il a fait une semaine, il est revenu. Quand il est revenu, il est encore revenu voir ce monsieur pour lui dire quoi? Je veux que nous fassions une partie d'échecs ensemble. Sauf que cette fois-ci, quand ils ont fait la partie d'échecs, qu'est-ce qui s'est passé? Le vieux monsieur, il a gagné, n'est-ce pas? Et pendant qu'il gagnait, le meilleur joueur d'échecs au monde, je mets ça entre guillemets, il se sentait comment? Petit. Il se sentait tout petit. Et il était surtout étonné. Du coup, il lui pose la question de savoir, mais vous étiez ici la semaine dernière, vous étiez un piètre joueur, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et c'est là que le vieux monsieur lui dit, en réalité, quand je venais du village, j'ai vu un panneau à l'entrée de la ville qui disait que quoi? Il n'y a pas d'âne qu'on autorise ici, on n'autorise pas l'entrée des ânes, ni l'entrée des chevaux à l'intérieur de la ville. Et entre-temps, moi, j'avais besoin d'un endroit où j'allais garder mon âne. Donc, c'est un peu comme le parking que je suis venu faire ici, en bref, que ce soit clair. D'accord? Et quand il a joué cette partie et qu'il a gagné, avant de parier, il avait parié sur le fait qu'il allait récupérer son âne. C'est comme ça qu'il récupère son âne et il s'en va.
Et qu'est-ce que le meilleur joueur d'échecs du monde fait entre-temps? Il retire ce qu'il avait écrit sur sa maison, n'est-ce pas? Que la maison du meilleur joueur d'échecs du monde. Il retire ça pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que quoi, que ce qu'il pensait là, ce n'était pas comme ça que les choses fonctionnaient. Les signes d'un cœur qui s'auto-proclame comme ayant raison. Les gens veulent avoir raison à cause de la peur d'avoir tort. En réalité, depuis l'enfance, on a fait comment? On a appris à croire en ce qu'on voyait, en ce qu'on entendait, en ce qu'on ressentait, en nos expériences, n'est-ce pas? Et on a tendance à faire comment? À porter des conclusions et à prendre des décisions sans avoir toute l'information, sans avoir vérifié les autres perspectives, sans avoir demandé l'opinion des autres personnes qui sont autour de nous et qui peuvent avoir une idée différente de la nôtre. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que pendant qu'on vit, les expériences différentes que les gens ont les apportent quoi? De la sagesse qui est différente. Étant donné qu'une seule personne ne peut pas vivre tout ce qu'il y a sur Terre, forcément il y a besoin d'apprendre de la personne qui est à côté, qui a vécu quelque chose que nous n'avons pas encore vécu. Maintenant, ces signes, je vais citer ces signes, il y en a 4. Les signes d'un cœur qui s'autoproclame comme ayant raison. Il y a le manque de réflexion profonde, premièrement. Parce que les gens qui ont raison, ils ne sont pas là pour prouver quoi que ce soit. Il faut seulement qu'on comprenne que quoi, j'ai raison. Il y a des gens, j'ai vu ça sur les t-shirts. Donc les gens floquent ça sur les t-shirts. Par exemple, c'est souvent écrit que je ne veux pas discuter, sache seulement que j'ai raison. Il y a ça sur les t-shirts, les tasses de thé. Ou bien l'important c'est que j'ai raison. Ou bien même si je n'ai pas raison, tu as tort. D'accord? Parce que les gens qui réfléchissent comment, ils finissent comment? Ils finissent comment? Ils finissent misérables, ils finissent dans l'échec. Ils finissent humiliés. Un autre signe, c'est le fait d'avoir une vision tunnel, une vision carrée. C'est-à-dire que quoi? Comme je pense que telle chose est comme ça, c'est inchangeable. Par exemple, il y a des gens qui pensent que pour bien vivre, il faut aller à l'école, tu as ton bac, tu as peut-être ton BTS, tu as ta licence. Si c'est possible, tu as ton master et puis tu peux travailler dans une société. Mais ce n'est pas comme ça que tout le monde vit, n'est-ce pas? En réalité, la plupart des gens riches même, ici au Cameroun, sont les gens qui n'ont pas forcément fréquenté. Nous sommes d'accord. Il y a Monsieur Fotso, plutôt feu Monsieur Fotso. Ce n'était pas quelqu'un qui avait fréquenté. Il n'avait même pas fini le cycle primaire. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu quelqu'un d'extrêmement riche. Pourquoi? À cause de la mentalité qu'il avait, à cause de la sagesse qu'il a gagnée de ceux qui étaient autour de lui. Le troisième signe, c'est le manque de communication. C'est l'isolation d'abord, excusez-moi. C'est l'isolation. Donc, on méprise les autres et on les ignore. C'est-à-dire que bien qu'on vive en société, on ne s'occupe pas de ce que les autres pensent. Être isolé, ce n'est pas forcément que je suis une ermite. Je vis seule, je ne sors jamais de chez moi. Je passe mon temps peut-être sur mon ordinateur et mon téléphone. Non, non, non. On peut être au milieu des gens et on est isolé. Vous savez ça? On est au milieu des gens, mais on est isolé. Il y a des gens qui vivent peut-être même à 20 dans une maison. Mais il y a une personne dans tout le lot là qui ne cause jamais avec les autres, qui n'échange jamais. C'est limite si la personne là tolère votre existence dans son espace de vie, n'est-ce pas? Il y a le manque de communication. On revient encore là-dessus. On vit avec les autres, on ne communique pas, on ne leur parle pas. Moi, je suis un très bon exemple de la situation aussi. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. En fait, j'ai grandi avec des parents séparés. Bon, ils sont séparés même déjà pendant la grossesse de ma mère. Donc, avant même que je ne naisse, ils étaient séparés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la majorité de ma vie, j'ai vécu avec ma mère. Du coup, j'allais seulement chez mon père pendant peut-être les week-ends, même pendant les vacances, peut-être pour 2 semaines. Si je reste un mois et demi, c'est que peut-être parce que quand je suis chez mon père, il y a les cours de vacances auxquels je vais. Mais à la base, c'est comme ça que j'ai vécu pendant toute mon enfance.
Je me souviens, je vais vous raconter, c'est long, hein. Je me souviens d'une instance où, à ce moment-là, je vivais chez ma mère et j'ai parlé avec mon téléphone, disons que au téléphone avec mon père, disons que ce soit pas au téléphone avec mon père, et puis il me dit, demain à la sortie des cours, je vais venir te voir, je veux qu'on parle genre en face à face, quoi. Du coup, moi, je sais que le lendemain, il doit venir me voir à la sortie des cours. Le lendemain, à la sortie, le matin d'abord, parce que ma petite soeur et moi, on a un écart de 5 mois. Ma première petite soeur, la deuxième fille de mon père. Et on était dans la même salle de classe. On a fréquenté dans la même salle de classe de la 3e à la terminale. Donc c'est inévitable qu'on se voit, je ne sais pas si vous comprenez. Ce jour-là, mon père lui a dit de me passer un message. Du coup, quand elle vient vers moi, je tiens à signaler que l'hostilité entre nous deux, c'était vraiment d'un niveau très élevé, d'accord? Du coup, ce jour-là, elle arrive à l'école et puis elle me dit, papa a demandé que je te dise que je l'ai directement coupé, je sais. Je pensais que je savais, n'est-ce pas? Et comme elle a aussi le style que véritablement, à la base, si elle peut ne pas me parler, ou plutôt, attendez, je formule ça au passé, si elle pouvait ne pas me parler, elle ne me parlerait pas, d'accord? Du coup, elle a dit, ah ok, ça va alors, comme tu es toujours comme ça. C'est comme ça qu'elle s'est tournée et elle est partie. Je note que même dans la salle de classe, on est dans les opposés, c'est-à-dire que dans de la 3e à la terminale qu'on a fait ensemble, si peut-être voici la salle de classe qui est comme ça, si elle est au début à l'entrée de la porte, c'est comme moi ici à l'angle 90, ça a toujours été comme ça qu'on a été. C'est vrai qu'en 3e, à un moment donné, on s'est retrouvés à s'asseoir, elle était devant, moi j'étais derrière, mais c'était à cause des problèmes des yeux. Donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvés à s'asseoir l'une à côté de l'autre. Mais sinon, à la base, ça ne serait jamais arrivé si il fallait qu'on choisisse. D'accord? Ce jour-là, les cours finissent donc, et puis moi je monte, j'attends mon père à l'entrée. J'ai attendu jusqu'à 17h moins, sachant que nos cours finissent à 15h35. Après, je suis rentrée. Et plus tard, quand je lui ai parlé au téléphone le même soir-là, il m'a dit que quoi? Il m'a dit... Non, je lui ai demandé pourquoi il n'est pas venu. Et il m'a dit qu'il a demandé à ma soeur de me dire qu'il a eu un imprévu et il ne pouvait pas être là. Et il dit que, ah oui, c'est vrai. Mais il n'est pas sûr. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas sûre? Parce que je lui ai pas de parler, n'est-ce pas? Je pensais que quoi? Je sais, il maîtrise la situation. Et ce que je pensais. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à attendre plus d'1h15 à l'entrée de l'école sans qu'il ne vienne. C'est moi qui ai souffert, n'est-ce pas? C'est elle qui a souffert. Elle est rentrée dans la paix. Et elle savait qu'il n'allait pas venir. C'est moi qui ne savais pas. Nous sommes d'accord. Après ça, peut-être 1 an et demi plus tard, parce que j'ai vécu chez mon père en seconde, la fin de la seconde jusqu'en terminale. Je veux dire, juste toute la première et début de la terminale. Et pendant que je vivais là-bas, vous savez qu'il y a l'âge, la puberté, tout ça, les émotions sont fortes. Véritablement, j'ai dit la guerre entre nous deux, forcément au sens, la guerre froide, vous comprenez un peu. Parce que il n'y a aucune de nous qui va, je vais utiliser le terme, se rabaisser pour bagarrer physiquement. Donc, pendant qu'on vivait dans la même maison, on s'ignorait. Et il y avait tellement d'instances où des choses se produisaient et je me plaignais. En réalité, maintenant, je ne me rappelle même plus. Je ne me rappelle même plus vraiment de la plupart des choses qui sont produites, qui ont fait qu'elle et moi, on se frottait tout le temps. Je ne me rappelle même plus. Vous voyez même à quel point ça n'avait tellement pas d'importance. Mais à cette période-là, c'était la limite de l'insupportable. Et j'étais tellement en froid avec, c'est-à-dire tout le monde dans la maison, sauf mon père. Je ne parlais qu'avec mon père. Là, on revient sur l'isolation dont on parlait tout à l'heure. Je ne parlais qu'avec lui. Les cours sont de 7h30 à 15h35. Voici comment moi je vis, je vous explique. Le matin, déjà que je ne considère pas que c'est le matin parce que je dois commencer même l'après-midi. On rentre de l'école, moi je dors, d'accord? Je ne dors pas à la sieste que peut-être je me lève à 17h ou bien 18h, nada. Je dors jusqu'à minuit. Parce que je sais que quand vous allez vous coucher, c'est là où moi je vais me lever et je vais vivre ma vie seule. Donc de minuit maintenant
Jusqu'au prochain 17h, c'est là où moi je suis éveillée. Donc, ce qui fait que même le matin, il n'y aura pas de dispute pour dire que qui va se laver avant l'autre. Non, j'ai le temps de faire toutes mes choses le matin avant même que vous ne sortiez. Oui, il n'y a pas... Donc, c'est comme ça que je vivais. Ce qui fait que quoi? On ne se... Vraiment, j'ai tout fait pour limiter les croisements entre que ce soit ma soeur là et moi ou bien même les autres parce que je voyais que même eux là, même s'ils ne font pas quelque chose... Donc de grave, non, il y a toujours vraiment les petits instants, des choses qui m'énervent. Par exemple, un jour, je me souviens, ma belle-mère, elle est rentrée avec, vous savez, on garde les enfants, non? Elle est rentrée avec les choses, elle a gardé, je ne sais même plus ce qui s'était passé. Elle a gardé et déjà dans la maison, on vit aussi avec la petite soeur de la femme de mon père. Donc c'est notre aînée à tous. Et elle est du style vraiment, je m'en foutiste. Donc, vraiment, à moins que quelque chose ne l'intéresse vraiment, elle ne va pas intervenir. Vraiment, elle s'en fout. Du coup, quand la maman était rentrée avec la chose en question, ça ne la concernait pas. Elle s'en fout. Elle est partie, elle a dit que vraiment... Et ma belle-mère, elle a donc donné la chose en question à ma petite soeur, donc qui est sa fille, de partager. Vous savez ce qui est venu dans mon cœur? Que normalement, quand on est dans une maison, on donne à l'aîné. Comme l'aîné n'a pas voulu, la deuxième personne, normalement, ça aurait été moi. C'est moi qu'on devait donner pour que je partage. C'est un raisonnement que je trouvais comment logique, n'est-ce pas? J'étais fâchée. Jusqu'à elle dit que ne mange même plus, je pars. Je n'ai pas dormi. De toute façon, il faut d'abord quoi éveiller à l'heure-ci. Parce qu'elle rentre soir vers 20h, 21h. Normalement, à l'heure-ci, il doit être en train de dormir. Je fais même quoi ici? Si elle dormait, elle n'allait même pas savoir qu'il y avait eu ça. Vraiment, il faut même que je respecte mon emploi du temps que je me suis établi. Parce que quand j'essaie même de faire l'effort de sociabiliser, on fait toutes les choses qui m'énervent. Véritablement, c'est comme ça que je pensais, d'accord? Il y a eu plusieurs instances de ce style. Moi, je ne me rappelle même pas de la plupart des choses qui se sont passées. Et je me souviens que parfois, quand il y avait des choses comme ça, j'allais voir mon père et je me plaignais. C'est-à-dire que souvent, j'attendais à l'heure, là, 20h, là, je ne dormais pas, ou bien 19h, parce que j'attendais que quoi, il rentre, parce que je voulais lui parler. Donc, il fait d'abord une sieste, là, il me lève à 1h, qu'il sait que bientôt, il va rentrer. Je lui parlais, dès qu'il finit de lui parler, pas me coucher pour dormir, parce que vraiment, le reste, là, ça ne me concerne pas. Du coup, un jour, à plusieurs reprises même, je lui ai parlé, et puis je lui ai dit, vraiment, il y a des choses qui se passent ici, qui ne me conviennent pas. Et puis, comme monsieur aussi, une que vraiment, je connais me rappeler des choses. À ce moment-là, ça me tenait à cœur. Et je me rappelais, c'est comme ça que je commence à raconter tout. Je raconte comment on m'a fait telle chose, on m'a fait telle chose, on m'a fait telle chose. On ne m'aime pas ici, on me déteste, on me méprise, on fait ceci, on fait cela. C'est parce que je ne suis pas aussi l'enfant de ta femme. C'est parce que ça a fait ceci, c'est parce que ça a fait cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fini de raconter comme ça là. Il dit qu'ok, il a compris, qu'il va leur parler. Je me tourne et je pars dormir. Le temps passe, les mêmes choses qui se produisaient se reproduisent encore. Je pars encore, je me plains, je raconte, je me plains. Et toujours dans mon cœur, j'avais l'impression que quoi, rien ne change parce que quoi, parce que mon père ne parle pas, d'accord? Parce qu'il tolère qu'on me fasse tout ce qu'on est en train de me faire ici dedans. C'est l'impression que j'avais. Mais un jour, véritablement, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais la dispute entre ma petite soeur et moi, ça avait atteint un niveau où mon père ne pouvait pas. Je tiens à préciser que d'ordinaire, mon père, c'est vraiment quelqu'un de très calme. D'accord? Il ne crie pas, il ne gronde pas, jamais tapé. Vraiment, quand il veut, par exemple, s'il a un problème avec un de ses enfants, vous sortez et puis vous parlez dehors. D'accord? Peut-être t'amène dans un parc, ou bien, je sais pas, ou bien sur les bancs publics, vous vous asseyez et vous parlez dehors. Même si vous sortez, vous restez à la voiture quelque part et vous parlez. Mais il ne va pas faire ça. Donc, devant tout le monde, de telle manière que vraiment, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'agressivité. Mais le jour où là, il en avait jusque-là, du coup, il nous a pris toutes les deux et on s'est assis dans la cour arrière. Aussi quelque chose qui n'était jamais arrivé avant. Et il a dit qu'ok, vous êtes des sœurs, si vous voulez vous détester, c'est votre problème. Je n'en ai rien à faire parce que j'en ai plus que marre de vous. Maintenant, comme nous sommes ici là tous les trois, chacun va raconter son problème. Toi, parle d'abord. Moi, j'ai parlé. J'étais d'abord contente. Pourquoi? Parce qu'il m'a permis de parler en premier. Pourquoi? Et regardez sur le fait que quoi? C'est moi l'aîné. C'est moi qui dois parler en premier. D'accord? J'ai parlé. Après, ma petite soeur aussi, elle a parlé. En fait, elle disait que
Je ne m'intéresse qu'à mon père, je vis dans une maison, je méprise tout le monde. C'est un autre côté de l'histoire, n'est-ce pas? Je méprise tout le monde, je vis comme si, vraiment si je pouvais les exterminer de la maison pour ne vivre qu'avec mon père, c'est que je vivais seulement avec lui. Je sais pas, je les minimise tous, ils sont d'une importance moindre à mes yeux. C'est comme si s'ils pouvaient ne pas exister, ça m'arrangerait. Elle parle. Et puis pendant qu'elle parle, je suis aussi le style de personne que pendant que quelqu'un parle en face de moi, au fur et à mesure que tu parles, je suis en train de penser à ce qu'elle va dire pour contre-attaquer tout ce que tu es en train de dire à l'instant. Donc elle parlait et mon père c'est du style, il fait non, une personne parle, tout le monde se tait, après l'autre personne parle. Donc je serrais dans le cœur. J'appuyais. Après qu'elle a fini de parler, il m'a encore laissé parler et il l'a encore laissé parler après. Parce que quand j'ai parlé encore, elle devait aussi se défendre, n'est-ce pas? Chacun doit se défendre. Quand elle a donc parlé la deuxième fois, il nous a dit qu'en tout cas, c'est bon comme ça. Aujourd'hui donc, moi, par exemple, là il me parlait à moi, j'ai appris que il leur parlait, ce n'est pas qu'il ne leur parlait pas. Il leur parlait parce que moi j'avais l'impression qu'il ne leur parlait pas quand je me plaignais, mais il leur parlait. Et elle aussi, parce que ma soeur s'est aussi plainte du fait que mon père je ne sais pas si je dois dire qu'il me favorise par rapport à ses autres enfants, il me privilégie par rapport à ses autres enfants. Quand peut-être je fais telle chose, il laisse couler, ou bien, vous comprenez un peu, vous voyez le topo. Donc elle se plaignait de cette manière-là et il a dit que selon aujourd'hui que vous vous rendez compte que pendant que vous deux vous plaignez, chacune de son côté, je vous parle à vous deux et aucune de vous deux ne m'écoute. Donc désormais, faites comme vous voulez, je n'en ai rien à faire. Il nous a dit ça. Hoha, comme les gens disent au quartier, d'accord. Il n'en a rien à cirer. Et véritablement, il a laissé jusqu'à aujourd'hui, ma soeur et moi, on a je vais dire des relations cordiales. En réalité, je ne sais pas si on vit dans la même maison, ça sera l'amour fou, quoi. Mais je suis souvent là-bas pendant quelques périodes et on s'entend bien, il n'y a pas de souci, vous voyez. Et ça, c'est arrivé comme ça, les choses ont évolué avec le temps pendant qu'on grandissait, pendant qu'on apprenait la sagesse. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé avant que la position de mon cœur a changé? Un jour, j'ai parlé avec une experte de Mind Education. Je lui ai expliqué tout ça, avec d'autres problèmes même qui ne sont pas forcément en rapport avec ma famille, mais qui ont le même problème souche. Elle m'a dit que mon problème, c'est que je ne vois que je. C'est-à-dire quoi? Moi. Moi, je fais telle chose, moi, je fais telle chose comme ça, moi, je fais telle chose comme ça. Mais les autres, qui sont quoi? Les sorciers et l'histoire, n'est-ce pas? Ils sont tous contre moi, tout le monde me déteste. Tout le monde est contre moi, personne ne veut que j'évolue dans la vie. Je vois que il n'y a que moi. Par exemple, j'estime qu'il n'y a que moi qui fais des efforts pour m'entendre avec mes frères. J'estime qu'il n'y a que moi, peut-être quand on donne une tâche à faire, je suis peut-être la première à aller le faire. Et pendant que les autres me voient le faire, ils finissent par laisser tomber et je me retrouve à tout faire seul. Ce n'est que moi qui fais. D'accord? Et dans cette situation-là, qu'est-ce que je pensais? C'est moi la meilleure, n'est-ce pas? C'est ce que ça veut dire. Que c'est moi la meilleure. Moi, j'ai tout fait. Ça veut dire que je suis la plus travailleuse. D'accord? Je suis celle qui vous comprend le plus. Je fais même les efforts pour ne pas pour ne pas avoir de friction, c'est-à-dire peut-être de cris ou etc. avec tout le monde. Je fais les efforts pour qu'il y ait la paix. C'est pour ça que je préfère me retirer. Donc c'est comme si c'était l'altruisme maintenant que je faisais par rapport à vous. C'est pour ça que je préfère, j'alterne même mes heures de sommeil pour ne pas connaître les problèmes. Mais vous ne voyez pas que je fais les efforts. N'est-ce pas? C'est grave, n'est-ce pas? C'est pour ça que dans toutes les situations, il y a toujours un autre côté. C'est donc pour ça qu'on dit que la majorité des problèmes de nature interhumaine qui ont lieu aujourd'hui, peut-être même tous, sont dus au fait que chaque partie au problème pense avoir raison. Pour vivre mieux et heureux tous ensemble, il est important d'apprendre que chacun de nous, apprenne à se remettre en question. Nous devons apprendre à nous dire, je ne peux pas avoir raison, je peux ne pas avoir raison, excusez-moi, ma pensée n'est pas infaillible, je ne dois pas me faire confiance, je dois réfléchir profondément et évaluer d'autres perspectives. C'est un peu comme une pièce a deux côtés, n'est-ce pas? Si on ne voit qu'un seul côté,
et qu'on ignore l'existence de l'autre côté, est-ce que ça veut dire que universellement l'autre côté n'existe pas? Non. Ce côté existe, n'est-ce pas? On choisit juste de l'ignorer. C'est de cette même manière que quoi? Toutes les histoires ont deux versions, on va dire ça comme ça, voire même plus. Parfois, quand quelque chose se produit, si moi je viens, je raconte, la deuxième personne qui était aussi là au même moment que moi qui raconte, ce n'est pas la même chose que cette personne va dire, n'est-ce pas? Si nous sommes même 20, ce n'est pas forcément la même chose que toutes les 20 personnes vont dire. Pourtant, on a tous écouté une même chose qui venait d'une même personne. Nous sommes d'accord? C'est pour ça qu'il y a je sais pas, je dois dire proverbe ou bien ce dit de Voltaire, qui est « Il n'y a peut-être rien de plus de si fou que de croire qu'on a toujours raison ». Donc, ça c'est ce qu'il y a en conclusion. Il n'y a peut-être rien de si fou que de croire avoir toujours raison. Je pense qu'en réalité, si on apprend de tous ceux qui sont autour de nous, si on regarde, si on pense aux autres perspectives, on peut beaucoup apprendre. On peut apprendre de tous ceux qui sont autour de nous. Je vais peindre un scénario, d'accord? Je vais peindre un scénario. Imaginez que nous sommes deux. Je ne sais pas s'il faut que je fasse monter quelqu'un d'autre ici pour démontrer ce que je vais expliquer ou pas. Est-ce que quelqu'un d'autre peut monter, s'il vous plaît? Un volontaire pour venir. Il faut venir ici. D'accord. Elle, c'est mon amie, d'accord? C'est ma meilleure amie même, c'est ma combi, c'est ma bad pote. D'accord? Elle est venue chez moi. Elle est venue chez moi pour que, je ne sais pas, on tape les commentaires, non? On cause, on rit, on écoute la musique, on mange, on est content. D'accord? Écoutons la musique, on danse. Sors les piches. Voilà. Pendant qu'on est en train d'écouter notre musique et qu'on danse, je fais comment? Je me rends compte que j'ai oublié de faire sortir mon chien. J'ai un chien, d'accord, il reste à l'intérieur de la maison avec moi. Pour faire sortir mon chien, on va considérer que c'est ça mon chien. Je fais sortir mon chien. Non, toi tu continues. Tu es tranquille. Je fais sortir mon chien, d'accord. Je balade mon chien. Mon chien fait pipi dans la cour. Et pendant qu'on est dans la cour, qu'est-ce que je vois? Le serpent. Hey! Je fuis, n'est-ce pas? Quand je fuis, je cours, je ramène mon chien à l'intérieur de la maison et je ferme la porte arrière. Maintenant, je reviens ici, là. Je ne lui dis pas que j'ai vu le serpent, d'accord? On continue. Et puis, soudainement, elle me dit que quoi? Non, vraiment, elle veut se dégourdir un peu les jambes, d'accord? Elle va marcher dans la cour arrière. Pas marcher dans la cour arrière. Elle marche, elle se dégourdit les jambes. Et puis, soudainement, elle voit quoi? Le serpent. Hey! Elle revient en courant, en courant, en courant. Quand elle revient dans la maison, elle me dit que quoi? Le serpent. Non, j'ai vu le serpent. J'ai vu le serpent. Oui, moi j'ai vu le serpent. Maintenant, toi, tu dois me dire que quoi? Pourquoi tu ne m'as pas dit, n'est-ce pas? Mais tu ne m'as pas dit. D'accord. Là, c'est un scénario, n'est-ce pas? J'aurais pu lui dire. Admettons même qu'elle est partie là-bas, elle n'a pas seulement vu le serpent, mais le serpent l'a mordu. Ça serait encore grave, n'est-ce pas? Si ce serpent l'a mort et qu'elle revient et qu'elle me demande pourquoi je ne lui ai pas dit qu'il y avait le serpent là-bas, qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce qu'il y a une explication valable pour ça? Il n'y a même pas d'explication valable, n'est-ce pas? Parce que si je la considère, elle qui est ma meilleure amie, je vois qu'elle va aller là où j'ai vu un danger potentiel, je vais lui dire que quoi? Là-bas, il y a le danger potentiel. Maintenant, si elle me dit que je veux sortir, Je veux sortir. et que je lui dis que non, ne pars pas là-bas parce que j'ai vu le serpent, et qu'elle ne part pas, ça lui évite les problèmes, n'est-ce pas? C'est de cette même manière que quoi? Ceux qui ont vécu avant nous, ceux qui ont eu des expériences avant nous, ceux qui ont appris avant nous et qui ont acquis la sagesse avant nous, ils ont la force maintenant de nous enseigner ce qu'ils ont appris. C'est en apprenant ce qu'ils ont appris aussi de ceux qui sont meilleurs que nous, de nos mentors, que quoi? On peut éviter les pièges qui sont devant, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Donc, j'espère vraiment que les cours de Mind Education que nous recevons ici seront des guides pour nos vies. Qu'on n'écoute pas seulement comme ça, mais qu'on les met
aussi en pratique tous les jours. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à vous.